Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'IGA pour celles et ceux qui ne sont pas de cette maison, donc l'Institut de géographie alpine. Bienvenue pour cette conférence sur le thème vieillissement et territoire, vulnérabilité, ressources et innovation. Donc une grande ambition sur cette thématique. Donc cet événement, c'est un petit peu un hybride comme on les aime ici à la Cité des Territoires. Donc c'est d'abord le travail des étudiants de master MOBAT et master ITER. Vous trouverez ici ceux qui seraient intéressés, donc les plaquettes des deux présentations des deux masters. C'est aussi un séminaire dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle VIVAB, donc un programme du LABEX ITEM. Et je remercie Vincent Rosier qui est là pour le LABEX ITEM. Et c'est un programme de recherche qui porte sur les thématiques de ce soir, puisqu'il s'agit de vulnérabilité, d'innovation, de vieillissement. Et c'est un programme que je dirige et dans lequel travaille Florent Cholat, qui est là-bas et qui est la cheville ouvrière avec les étudiants de ce rendez-vous de ce soir. Alors c'est aussi un événement soutenu par la plateforme Ville de Demain, qui est une plateforme d'innovation ouverte avec laquelle on développe depuis maintenant 1 an et demi. Les différents masters ici de l'Institut de géographie développent des partenariats sur des sujets divers et variés, la chaleur urbaine, les dimanches, des questions liées à la modularité de l'habitat, enfin un certain nombre de chantiers. Et je voulais remercier également l'adjointe au maire, Mme Capdepont, qui a été d'accord de nous accompagner dans cette soirée et qui aura, je pense, l'occasion d'échanger dans la deuxième partie de cette rencontre. C'est aussi un événement où on accueille deux extérieurs qui connaissent un petit peu le territoire. Certains y passent, l'un y passe de loin en loin, peut-être de conférence en conférence, et puis l'autre a eu l'occasion de venir assez régulièrement, et notamment sur des projets liés aux questions qui nous concernent ce soir. Alors, je vais présenter Maryvonne Liazid, qui est ancienne adjointe au défenseur des droits en charge de l'égalité, donc un poste important au niveau de ce pays, qui était directrice adjointe de la Fondation Caisse d'épargne Solidarité, qui s'est beaucoup impliquée dans les questions liées aux EHPAD, au parcours des personnes âgées, à la question de la dépendance. Et puis, je ne vais pas le cacher, quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler ici, ailleurs, pendant quelques années. Le professeur, donc à sa droite, Gérard-François Dumont, qui est géographe, donc il est chez lui, ici, à l'Institut de géographie alpine. Et ailleurs aussi, il est démographe, il est aussi économiste, donc il nous vient de la prestigieuse université Paris 4, la Sorbonne, qui est devenue autre chose aujourd'hui, mais je préfère en parler comme ça. Il est auteur de nombreux ouvrages sur le vieillissement, la démographie. Il est directeur d'une revue, alors peut-être qu'il est trop timide pour nous la montrer, mais c'est la revue Population et Avenir. Il va la montrer tout à l'heure. Puis je pense pour celles et ceux qui regardent encore, ou qui consultent encore la lucarne magique, je pense que son visage ne vous est pas inconnu, puisqu'il est souvent consulté dans différentes émissions qui parlent de politique parfois, au sens noble du terme, souvent de démographie et de dynamique territoriale. C'est à la fois quelqu'un de très reconnu dans son domaine, mais c'est aussi quelqu'un qui a sa liberté de parole et il en use, je ne dis pas qu'il en abuse, mais il en use régulièrement, notamment sur la réforme territoriale, un thème sur lequel, comme d'autres, il a beaucoup de choses à nous dire. Voilà, je tiens à les remercier pour à la fois la disponibilité et je me réjouis aussi des partenariats qu'on va tisser, poursuivre et qu'on va continuer à travailler à différentes échelles, la recherche, le partenariat avec la ville, le partenariat avec les étudiants, on a parlé stage, il y a des thèses en cours, ça fait partie de cette logique de l'innovation ouverte qu'on essaye de construire ici comme ça. Alors pourquoi juste ce thème ici ? Pourquoi on engage cette question ? D'abord, je pense qu'on partage l'idée que le vieillissement, c'est une question qui intéresse tout le monde dans son quotidien, mais aussi comme citoyen. C'est un enjeu en termes d'humanité. On a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment lors de la Biennale, on a beaucoup parlé des invisibles. Et il me semble que
les invisibles des invisibles sont souvent les personnes âgées, c'est ceux qui sont derrière les murs des maisons, qu'on souhaite et qui souhaitent rester à domicile, mais qui se retrouvent de fait relativement isolés, ce qui pose la question d'une certaine qualité de vie, mais aussi de la citoyenneté. Pourquoi on en parle? Parce que ça concerne les politiques publiques, les politiques territoriales, et aujourd'hui il y a des compétences qui sont partagées sur ces questions-là, et de façon globale, tout le monde est concerné. Et puis consterné parfois par la situation de certaines de ces personnes. Et puis aussi parce que depuis longtemps, on a l'intuition que le territoire, c'est le lieu et l'échelle à laquelle on peut penser les solidarités, les dispositifs pour bien vivre, un autre thème qu'on a traité ce week-end, et rester citoyen jusqu'au bout. Et puis pour être positif, on pense aussi que ces personnes âgées, important de travailler avec elles parce qu'il y a une vraie richesse humaine et qu'il y a des possibilités d'innovation, mais en mettant l'humain au cœur de nos réflexions. D'abord, merci de votre invitation. Moi, je suis toujours heureux en fait de voir ce nom Institut de géographie alpine, puisqu'en fait j'ai écrit un livre sur l'arc alpin il y a quelques années. Donc j'ai des raisons sentimentales de lien avec cet institut, qui en plus a eu un directeur remarquable que personne ne connaît, donc je peux le dire, il n'écoute pas. Donc c'est avec grand plaisir que je suis près de vous ce soir. Je vais tout de suite entrer dans le sujet, sachant que l'un des éléments fondamentaux qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que si on veut résumer à un seul mot ce qu'est et sera le XXIe siècle, c'est le siècle du vieillissement. C'est-à-dire que c'est un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité. Jamais, dans aucun autre siècle antérieur, il y aura eu à la fois autant de personnes âgées et un pourcentage aussi élevé de personnes âgées. Ceci tant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Alors, pour comprendre ce phénomène, je vous propose simplement d'essayer de répondre à deux questions, enfin, résumer deux questions, parce que vous avez déjà beaucoup de connaissances sur ces domaines. Premièrement, pourquoi? Pourquoi un territoire est vieilli à telle ou telle intensité? Et deuxièmement, insister sur la façon dont les causes peuvent se combiner pour expliquer des disparités selon les territoires. Et donc on en tire forcément des enseignements sur la façon d'appréhender la question du vieillissement sur le territoire. Donc, concernant d'abord le pourquoi, ça suppose de rappeler simplement la définition. C'est une définition cinétique. C'est-à-dire que le vieillissement, ce n'est pas une photo à un moment donné de la population, c'est la comparaison entre deux périodes. C'est lorsque, entre deux périodes, on a une augmentation du pourcentage de la population la plus âgée, sachant que ça peut considérer, on peut considérer une population sur un territoire, mais aussi on peut considérer la population des professeurs d'université. Hein, donc on peut aussi mesurer éventuellement le vieillissement, n'importe quelle population. Enfin, aujourd'hui, on s'intéressera à la question du territoire. Alors, pourquoi, en fait, il y a 4 facteurs explicatifs du niveau d'intensité sur un territoire? Bon, le premier facteur, ce qu'on appelle donc le vieillissement par le bas, c'est donc le niveau de fécondité qui a des effets sur la natalité. Donc, si je regarde la moyenne de la population de la France métropolitaine, nous avons bien aujourd'hui un phénomène de vieillissement par le bas, puisque la fécondité est inférieure au seuil de remplacement des générations. Mais en même temps, ce vieillissement par le bas, il est plus intense dans un département comme la Creuse ou comme le Cantal, que dans un département comme la Mayenne, qui a une fécondité qui est la 2e de France après la Seine-Saint-Denis. Deuxième facteur que vous connaissez bien, c'est le vieillissement par le haut. Mais il faut insister sur un point absolument essentiel. C'est que ce phénomène du vieillissement par le haut est extrêmement récent. Il ne commence véritablement que dans les années 1970, et encore au début des années 70, on peut trouver des paroles d'experts qui expliquent qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées. Alors c'est à ce moment-là que le retournement se fait. Pourquoi? Parce que les progrès médicaux réalisés ont été tels que désormais on a réussi à baisser de 99%
la mortalité infantile, d'un pourcentage semblable la mortalité infanto-adolescente, d'un pourcentage semblable la mortalité maternelle, et donc la médecine, la pharmacie peut enfin se pencher sur la question des personnes âgées. Et donc on voit très bien que l'effort médical vers les personnes âgées démarre à ce moment-là et que va décoller à ce moment-là l'espérance de vie. Alors c'est plus net chez les hommes que chez les femmes, comme vous le voyez sur ce graphique, mais c'est vraiment à partir des années 70. Et après, nous avons quand même une certaine régularité. Bon, bien sûr, il y a l'effet des canicules. Bien sûr, on peut avoir un effet lié à une grippe un peu plus sévère telle ou telle année. Néanmoins, on est bien dans une évolution régulière de l'espérance de vie des personnes âgées qui engendre ce vieillissement par l'eau. Le troisième élément, c'est bien entendu le système migratoire du territoire. Globalement, pour la France, il est clair que l'Hexagone a un système migratoire qui participe au rajeunissement de la population, c'est-à-dire qui ralentit les effets du vieillissement, dans la mesure où la composition par âge des personnes qui viennent habiter sur le territoire français est plus jeune que la composition par âge des personnes qui habitaient déjà sur le territoire français. Et même si la composition par âge de ceux qui quittent le territoire français est relativement jeune, comme ce sont des flux moins importants que les flux d'immigration, globalement, le système migratoire de l'Hexagone, il ralentit le vieillissement de la population. Néanmoins, ces phénomènes de système migratoire, comme on va le voir tout à l'heure, sont extrêmement différents selon les territoires, parce que les systèmes migratoires sont évidemment différenciés. Alors je ne vais pas détailler tous les processus explicatifs de ces différences. Le mieux, si vous voulez, c'est que je vais juste passer rapidement les transparents, et nous pourrons, au cours du débat, si vous voulez, qu'on revienne sur tel ou tel point. Sachez simplement que, pour simplifier, je considère qu'il y a une dizaine de processus qui expliquent les systèmes migratoires des différents territoires français. Le quatrième élément, c'est bien sûr l'héritage des évolutions passées, c'est-à-dire l'avancée en âge des générations qui font que, tout simplement, des générations qui sont jeunes, à un moment, arrivent à un certain âge. Or, à cet égard, si je prends là aussi la moyenne de la France métropolitaine, bon, il est clair que cet héritage se traduit par des générations âgées plus nombreuses qu'auparavant, tout simplement parce qu'arrivent à l'âge de 65 ans les générations plus nombreuses nées après la guerre. Donc ce phénomène qui est purement mécanique est explicatif de ce vieillissement de la population que la France connaît. Néanmoins, malgré donc cette évolution globale, il importe d'insister sur les différences considérables entre les territoires. Et ceci m'a conduit à un néologisme qui est le néologisme de gérontocroissance, c'est-à-dire à distinguer le vieillissement stricto sensu, qui est un effet de structure, c'est-à-dire l'augmentation de la proportion des personnes âgées, et un effet de flux, qui est l'augmentation du nombre de personnes âgées. Alors pourquoi cette différence entre le vieillissement stricto sensu et la gérontocroissance? Tout simplement parce que selon les territoires et selon les périodes, ces deux processus ne vont pas nécessairement dans le même sens. Alors je vais passer sur des exemples qui ont pu se dérouler lors de précédents recensements, et je vais sauter tout de suite au résultat du dernier recensement pour vous montrer cette typologie que l'on peut mettre en évidence dans les phénomènes de vieillissement des territoires. Donc vous avez ici la situation moyenne de la France, c'est-à-dire la France qui est donc au milieu, alors je ne sais pas si je peux, voilà, avec ma petite main là, donc vous voyez qu'en moyenne, la France métropolitaine a connu, lors de la dernière période intercensitaire, donc une gérontocroissance de plus de 12% et un vieillissement d'un peu plus de 2 points. Néanmoins, si j'examine par exemple quelques départements, ce que j'ai fait sur ce document, vous voyez cette dispersion des départements dans 4 types de vieillissement au sens large. En effet, nous avons d'abord des départements dans ce carré dont le vieillissement et la gérontocroissance se sont révélés beaucoup plus intenses que la moyenne nationale.
Alors, deux exemples ici, les Hautes-Alpes et la Vendée, et pour des raisons qui ne se recouvrent pas totalement. C'est vrai qu'une raison du survieillissement et de la surgérontocroissance de ces deux départements est liée à des apports migratoires de personnes âgées qui vont passer leur retraite dans les Hautes-Alpes ou qui vont passer leur retraite notamment sur le littoral vendéen. Mais pour la Vendée, vous avez un autre phénomène qui s'exerce, c'est que c'est un département qui a connu très peu d'émigration rurale, dans la mesure où, face à la baisse de l'emploi agricole, il a créé des industries à la campagne. Et résultat, les Vendéens ont vieilli sur le département de la Vendée, alors que dans d'autres départements ruraux qui ont connu une forte émigration rurale, les gens sont partis et ne sont pas forcément revenus vieillir dans leur département d'origine. Donc, première catégorie, c'est donc territoire dont le vieillissement et la gérontocroissance sont supérieurs à la moyenne nationale. Deuxième catégorie tout à fait inverse, des territoires dont le vieillissement et la gérontocroissance sont nettement inférieurs à la moyenne nationale. Je vous ai mis donc l'exemple là de Paris et du département du Rhône, dans son découpage avant la création de la métropole du Grand Lyon. Donc clairement, là nous avons donc des territoires qui sont dans une situation tout à fait particulière, dans la mesure où leur système migratoire signifie que des actifs arrivés à l'âge de la retraite pour des raisons personnelles, pour des raisons d'aménité, ou parfois parce qu'ils choisissent d'aller vivre leur retraite dans ce qui était leur résidence secondaire, quittent ces territoires et donc freinent leur éventuel vieillissement et leur éventuelle gérontocroissance, alors qu'il s'agit de territoires qui ont un marché d'emploi très large, également une offre universitaire et d'enseignement supérieur très importante, et donc qui voient arriver un certain nombre de jeunes étudiants et de jeunes actifs qui participent à enrayer le phénomène du vieillissement. Troisième donc catégorie, différenciée par rapport aux précédentes, donc il s'agit là de territoires dont la situation se caractérise par une intensité faible de gérontocroissance, donc inférieure à la moyenne nationale, et par contre un vieillissement supérieur à la moyenne nationale. Donc là je vous montre le Cantal, l'Ariège et la Creuse à titre d'exemple. Donc leur gérontocroissance relativement faible est en fait l'héritage de leur émigration rurale qui est survenue plusieurs décennies auparavant, donc avec ces jeunes qui ont quitté le territoire et qui vieillissent en fait ailleurs, puisqu'ils ne sont pas retournés dans ces territoires pour y vivre. Et l'intensité du vieillissement, elle est relativement, effectivement, élevée, d'autant plus que ce sont des territoires qui ont une faible immigration internationale et donc qui ne voient pas arriver de population jeune dans des proportions significatives. À cela, il faut ajouter qu'il s'agit de départements qui ont un très fort vieillissement par le bas, compte tenu d'une fécondité qui est nettement inférieure à la moyenne nationale. Enfin, dernière catégorie, des territoires qui sont à l'inverse des précédents, c'est-à-dire une intensité faible du vieillissement, mais une gérontocroissance élevée. Donc vous voyez ici la Gironde, le Val d'Oise et l'Hérault. Donc ces départements sont des départements qui sont touchés par des flux de migration interne extrêmement importants, et ces flux de migration interne se traduisent par les dynamiques que je viens d'évoquer, d'autant plus que nous avons pour certains d'entre eux, l'Hérault et la Gironde tout particulièrement, l'installation aussi de retraités dans une logique d'héliotropisme positif et de liturbanisation. Donc ce que montre l'analyse de ces différenciations, c'est bien entendu le fait que la façon d'appréhender les questions de vieillissement doit être totalement adaptée aux réalités territoriales
Et donc, cela nécessite de souligner en conclusion quelques enjeux. Bon, le premier enjeu, c'est la nécessité des approches intergénérationnelles. Et d'ailleurs, c'est avec plaisir que j'ai appris que c'était le titre officiel, Madame la maire, de l'intitulé de vos fonctions. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, quels que soient les territoires, la nécessité d'avoir des approches qui permettent de faciliter les solidarités naturelles et la citoyenneté à tous les âges sont essentielles. Ce qui suppose parfois une réflexion approfondie sur les problèmes d'ailleurs de localisation des maisons pour personnes âgées comme des écoles, parce que le recteur que j'ai été, qui a organisé des jumelages entre des maisons de retraite et des écoles primaires, des personnes âgées faisant du soutien scolaire et les jeunes aidant, je dirais, les personnes âgées plutôt à des tâches de connaissance de l'informatique, ça suppose une proximité géographique qui est importante. Deuxième élément, c'est la question du subsidiaire, c'est-à-dire penser que l'on va définir une politique nationale concernant le vieillissement et qu'on va l'appliquer de façon identique sur tous les territoires, ce serait complètement aberrant. Bien sûr, il faut une politique qui définisse des principes généraux, mais en même temps, la mise en œuvre de cette politique doit être nécessairement différenciée selon les territoires, même d'ailleurs pour des allocations nationales. La façon de rendre le plus efficace possible l'allocation personnalisée à l'autonomie, ça ne se fait pas de la même façon, je dirais, dans une ville comme Paris et dans un département comme la Lozère. Troisième élément que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, il faut des politiques souples dans le temps. Parce qu'en réalité, même si nous avons une dynamique globale de vieillissement et de gérontocroissance, leur rythme varie en permanence et va varier. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une évolution linéaire du vieillissement et de la gérontocroissance dans les territoires. Et donc, il faut avoir la capacité de s'adapter en permanence. Pour le dire un petit peu brutalement, je vais dire oui, il y a des territoires où il faut peut-être créer une maison de retraite aujourd'hui, la fermer dans 10 ans pour en faire une école maternelle, et dans 20 ans, la refermer pour en faire une maison de retraite. Voilà. Donc il faut des politiques souples, ça c'est un élément extrêmement important. Se pose aussi bien sûr la question de la solidarité entre les territoires, et là c'est un débat qu'on voudrait bien voir à l'occasion des présidentielles, c'est-à-dire quelle péréquation fondée sur la composition par âge. Et donc en conclusion, j'insiste sur la nécessité que tous les citoyens et tous les responsables, bien entendu, sont amenés à s'adapter à un paysage géodémographique qui est totalement inédit, qui est spécifique à chaque territoire et qui est fortement évolutif. Merci. Moi, je ne vais pas parler d'une posture d'universitaire, je pars d'une expérience, et vous voyez mon âge, qui a plusieurs décennies, et une expérience qui m'a permis pendant longtemps de travailler dans un département. J'étais directrice du DAS, et j'ai accompagné les décennies, justement, de politiques publiques dans le champ de la gériatrie et la gérontologie. Et je dirais pourquoi je fais la différence. J'ai ensuite eu la chance de travailler dans une fondation, la fondation qu'a créé le groupe Caisse d'épargne, et qui a eu à la fois de la recherche-développement et de la création de services et d'établissements dans pratiquement tous les départements de France, et nous étions en particulier les premiers employeurs en Creuse, donc ces problématiques, je les connais bien, et également dans les DOM, avec là aussi des problématiques de vieillissement très spécifiques. Et troisième type d'expérience, j'ai eu la chance du fait que j'ai travaillé en Alsace, et en particulier à Strasbourg, ce qui fait le lien avec Luc, puisqu'on était en culotte courte ensemble, j'ose dire, professionnellement. Et Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe, siège aussi du Parlement européen, avec j'ai travaillé au Conseil de l'Europe
Donc, ce qui m'a permis aussi de m'imprégner de tous les instruments internationaux des droits de l'homme et de structurer une réflexion sur la citoyenneté de tout un chacun qui part des droits de l'homme, et qui m'a valu notamment d'être l'adjointe de M. Baudis en charge de la lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité. Et donc je vais partir de mon expérience, de ces 3 types d'expériences pour parler du vieillissement. Alors, en disant que, je dirais, dans les années qui ont passé, je suis passé du vieux, ou de la vieille, hein, la catégorie dans laquelle je suis maintenant, aux citoyens. Hein, et comme dans le titre, il y a aussi vulnérabilité, j'ai envie de dire aussi, c'est pas parce qu'on est vulnérable que pour autant on n'est plus citoyen. Hein, et donc ça va être mon fil conducteur. Alors, dans un premier temps, c'est quand même intéressant, après que vous nous ayez campé le décor démographique et géographique, de camper le décor historique, c'est-à-dire d'où on vient par rapport à cette appréhension, je dirais, de la personne âgée et de ce qu'on a à faire de ses besoins. Je dirais, depuis 1945 jusqu'en 70, où vous avez dit que là, il y a pas une forme de rupture, mais enfin, je veux dire, une accentuation du vieillissement. Je veux dire, la problématique 45-70, c'était essentiellement une problématique de donner des ressources équitables aux plus âgés et de se préoccuper de conditions de logement décentes. Et quand on est autour des années 70, on est encore dans cela. On est avec de très petites retraites, avec un besoin de fonds solidarité vieillesse. On retrouve cette problématique aujourd'hui, par exemple, pour les migrants âgés. Donc, comme quoi aussi, l'histoire est un peu un éternel recommencement. Et quand on voit dans la presse que c'est les âgés qui détiennent le patrimoine, il ne faut pas oublier que ce n'est pas tous les âgés qui sont les détenteurs de patrimoine. Donc, 45-70, la question des ressources, la question du logement, et puis la question de la cohabitation entre les générations. Et dans beaucoup de territoires, cette cohabitation entre les générations existe. Ce qui fait que moi, jeune professionnel à 24 ans, quand je rentre dans une DAS, je visite encore des hospices où il y a plus de 50 personnes dans une salle collective. Donc 74-2014, ça fait 40 ans. On est quand même passé en 40 ans de l'indignité complète, hein, avec des personnes sans ressources qui n'avaient comme alternative que d'être dans les hospices, 1 parmi 50, et à quand même maintenant, certes, des établissements où c'est une chambre de 20 mètres carrés, mais c'est au moins une chambre, hein, et qui préserve l'intimité. Ça, il faut se le rappeler, puisqu'il y a eu toute cette période quand même de transformation d'un milieu hospitalier hospice, et c'est ce qu'on a appelé l'humanisation des hospices. Et dans la même période, commençaient à se créer des maisons de retraite, mais ces maisons de retraite n'avaient aucun caractère de soins. C'était des maisons de retraite parce que justement il y avait des problématiques de logement, et de logement pour certains, et moi personnellement j'ai encore connu mes parents qui n'avaient pas de WC à l'intérieur de leur maison. Et je pense que, alors pour vous, pour les plus jeunes, c'est peut-être votre grand-mère ou arrière-grand-mère ou grand-père ou arrière-grand-père, mais aussi il faut voir aussi que la demande de foyer logement, la demande de maison de retraite, elle était aussi articulée avec cette absence de confort que pouvaient avoir des logements, et où c'était une progression pour les personnes de se retrouver dans des lieux qui leur offraient ce confort. Et je dirais, à cette époque-là, on va dire les initiatives, elles étaient essentiellement municipales. C'est pour ça que je regarde Madame l'adjointe, et avec aussi une dynamique associative, parce que c'est aussi à la même période qu'on commence à se préoccuper de l'isolement des personnes, avec le développement par exemple des petits frères des pauvres, vient aussi toute la réflexion de maillage territorial
mais à partir, je dirais, d'une offre de service à domicile. On ne réfléchit pas maillage territorial pour les établissements, curieusement, mais on le réfléchit, par exemple, pour la mise à disposition de services, ce qu'on appelait aide ménagère. Donc, ensuite, je dirais, pour l'instant, je n'ai pas encore prononcé le mot de citoyen. Je n'ai pas prononcé encore le mot d'approche sociétale. Hein. On est dans des approches qui sont quand même très segmentées et qui correspondent aussi à la dynamique de l'action sociale de l'époque, où on catégorise des populations et on recherche des réponses spécifiques aux besoins qu'on analyse comme spécifiques de ces catégories de population. Hein, et on aura des réponses adaptées aux âgés et indigents, entre guillemets, aux personnes handicapées, etc. Pour moi, 70, et comme vous l'avez souligné, c'est les gériatres, discipline qui n'est qu'à cette époque-là, hein, commencent à évoquer, alors les uns de manière catastrophiste, l'espérance de vie, et notamment l'espérance de vie avec incapacité, avec toute la problématique de la maladie d'Alzheimer et des maladies neurodégénératives, et puis une toute petite minorité qui sont des gériatres moins catastrophistes et qui ne nous voient pas tous terminer comme dépendants. Hein. Et les faits ont donné raison à cette minorité, hein, puisque à l'heure actuelle, je dirais, c'est 20% des plus de 85 ans qui sont en situation de limite d'autonomie. Alors que sur les années 70, eh bien, je veux dire, l'approche médicale a contribué à créer une sorte d'affolement et de tropisme sur le soin, hein, avec, à cette époque-là, peu de réflexions sociologiques, peu de réflexions ethnologiques. Alors, elles existaient, mais je dirais, elles ne se mettaient pas ensemble, peu de réflexions démographiques qui venaient interférer sur les politiques publiques, entre guillemets, en faveur des personnes âgées. Chacun menait des travaux dans leur, je dirais, dans leur discipline, mais la problématique la plus forte était l'approche, disons, médicale de ces questions. Et les lois de décentralisation de 83, hein, la première loi de décentralisation, là aussi, pour moi, ça a été un peu un ratage historique sur ces questions, puisqu'elle a confirmé l'effacement de la collectivité de proximité des personnes, toute la dimension gérontologie et handicap en 83, les compétences, le chef de file, c'est le conseil départemental. Et ça a été rappelé chaque fois par les lois qui se sont succédées dans la décentralisation, alors que les communes et les intercommunalités étaient, à cette époque-là, les premiers interlocuteurs, et encore aujourd'hui. Donc, ce qui fait aussi que sur cette période-là, on va dire que la personne âgée ne pouvait pas être citoyenne parce que, premièrement, elle n'avait pas la parole. Hein, les associations qui portaient ces questions étaient essentiellement les associations de retraités qui défendaient les questions de retraite, mais pas d'associations qui portaient la parole sur les besoins tels que les ressentaient les personnes concernées. Donc, ce qui fait que est revenu au conseil départementaux à nouveau toute la problématique de l'hébergement avec l'aide sociale à l'hébergement, et les services de l'État continuaient à réfléchir à la dimension soins. Donc on avait, pour nous, la personne âgée, elle était double. Pour les uns, c'était un objet de soins, pour les autres, c'était un objet d'hébergement. Hein. Et faire un citoyen d'une personne qui est déjà vécue de manière morcelée, c'était une gageure pas facile à, je dirais, à relever. Et
c'est aussi à cette période-là que des discours un peu catastrophistes sur l'allongement de la vie avec incapacité ont brouillé toutes les questions de financement. Hein, puisque il faut rappeler que, comment je dirais, dans le champ du handicap existait une allocation qu'on appelait allocation compensatrice tierce personne, et c'est ces allocations compensatrices tierce personne décidées par des commissions État, financées par les départements. Les associations du handicap à un moment, ont eu peur qu'il y ait un tsunami de vieux qui viennent manger cette enveloppe consacrée à l'allocation compensatrice tierce personne et avec une limitation des capacités d'intervention auprès des personnes handicapées. Et c'est de cette époque-là que une mobilisation, là à nouveau plutôt sous l'impulsion des associations de personnes retraitées, a permis d'aller vers cette allocation personnalisée de l'autonomie et qui a d'abord été expérimentée sous forme de prestations spécifiques dépendance. Les termes ont leur sens, hein, puisque les gériatres étaient sur des grilles de dépendance, alors que, je dirais, la philosophie justement portée par, j'y reviendrai, par l'OMS, c'était la santé, le bien-être, sa préservation et la préservation de toute l'autonomie possible d'une personne. Et d'où le glissement sémantique de l'allocation personnalisée de l'autonomie qui a vu le jour en 2002. Et pour terminer sur cette période, des conseils départementaux qui ont commencé à faire de la planification, donc des plans gérontologiques, mais à nouveau des plans gérontologiques où ils étaient gênés aux entournures, parce que s'ils ne faisaient que sur leurs compétences, eh bien c'était sur les questions de soutien à l'hébergement, d'être le financeur partiellement de cette allocation personnalisée à l'autonomie, mais tout ce qui fait, on va dire, le respect des droits et libertés fondamentales d'une personne, et en particulier d'une personne qui avance en âge, il n'en était pas le chef de file. Hein, et la santé, notamment, restant du côté de l'État. Là, je dirais, les associations ont beaucoup, je dirais, de différents horizons, ont commencé à se mobiliser sur le fait qu'il n'y avait pas de, comment je dirais, c'était pas de respecter les personnes que de les considérer seulement comme handicapés ou seulement comme âgés. Et il y a eu, et là, grâce aussi au texte onusien, une réflexion justement plus sur une personne citoyenne et qui doit pouvoir exercer ses droits et ses libertés, quel que soit le degré d'autonomie qu'elle peut avoir du fait d'un état de santé ou du fait d'un état de handicap. Et je dirais c'est ces réflexions-là qui ont assez vite abouti dans le champ du handicap, puisque dans le champ du handicap en 2005, par une loi du 11 février 2005, il y a une loi sur l'égalité des chances, la participation, la citoyenneté des personnes handicapées. Donc là, à nouveau, on retrouve les mots qui ont du sens et qui sont dans votre portefeuille, mais pour autant, dans le champ des âgés, il n'y a pas encore ce mouvement. Malgré, je dirais, des précurseurs, et je voudrais rendre hommage ici à un Grenoblois, Maurice Bonnet, je pense que peut-être dans la salle, certains s'en rappellent de Maurice, hein, Maurice, grand résistant, et puis qui a produit un rapport en 2003, il était vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées, et à ce titre, il a commis un rapport pour le Conseil économique, social et environnemental en 2003, justement sur cette dynamique de la convergence à avoir entre le secteur
âgé et le secteur handicapé, non pas pour qu'ils aient les mêmes enveloppes financières. Alors bien sûr qu'il y avait aussi ce débat qui était à l'œuvre, mais surtout sur la question des droits et la posture citoyenne des personnes. La canicule de 2003, quand même 30 000 morts, ça a été un coup de tonnerre auprès de municipalités. Je me rappelle encore l'affolement à Paris, avec ces morts, enfin, des gens qu'on a laissés aller à la mort. Cette canicule, je dirais, par le coup de tonnerre qu'elle a provoqué, a, je pense, accéléré la prise de considération des personnes avançant en âge comme des personnes avec leur unicité, c'est pas seulement objet de soins ou objet d'intervention à domicile, mais comme des personnes en capacité d'amener leur propre perception de leurs propres besoins et dans une posture de droit et d'être citoyenne jusqu'au bout. C'est à cette époque que, là aussi, naît la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui permet, parce qu'elle couvre à la fois le secteur âgé et le secteur personnes handicapées, d'accompagner ces mouvements, et c'est seulement enfin par cette caisse qui se voit dotée d'un conseil scientifique présidé par l'économiste Marie-Ève Joël, où, je dirais, nous autres acteurs du champ sanitaire et médico-social, on se voyait enfin immergés dans une approche pluridisciplinaire de ces questions. Et là aussi, je pense que ce conseil scientifique de la CNSA a joué un rôle clé pour justement qu'on ne soit pas que sur le tropisme des âgés. Et tout cela s'est accompagné, alors non pas d'une évolution institutionnelle, parce que à ce moment-là, comme avant, les municipalités, les intercommunalités n'avaient pas plus de compétences et que le conseil départemental, avec les autorités sanitaires, Agence régionale d'hospitalisation, ARS maintenant, je dirais, conduisait ces politiques. Mais pour autant, le corps social, et comme à l'habitude, s'est emparé de ces sujets. Et le corps social, notamment dans cette région, parce que pour X raisons, la ville de Grenoble, avec ses politiques successives, a une dynamique citoyenne. Et c'est notamment ici que nous avons pu conduire, et Madame était élue à cette époque, vous êtes venue, voilà. Donc l'intercommunalité de la rive gauche du Drac a souhaité, parce que justement, sentant que ces réponses segmentées ne correspondaient pas aux sollicitations des personnes, donc se sont enclenchées des études territoriales qui ont été pour la plupart conduites par Luc Gadiński à l'époque, mais il était trop tôt, les états d'esprit n'étaient pas encore assez mûrs, où là, je dirais, on est parti de focus group de personnes, avec ce que vous reprenez comme méthode maintenant, madame, donc des focus group de personnes qui faisaient l'évaluation de ce qui leur était proposé et amenaient leur propre perspective d'évolution, aux côtés des professionnels de santé, de l'intervention à domicile, mais aux côtés aussi des élus et de bien d'autres acteurs. Je me rappelle même le rôle qu'on voulait faire jouer aux facteurs. Voilà. Et aux voisins. Alors, donc, on était en 2005, puisque j'ai retrouvé un colloque où ta collaboratrice était venue présenter les résultats de cette étude sur la rive gauche du Drac. Et là,
bon, c'était 2005, ce qui est d'évidence en 2017, on avait raison, 12 ans trop tôt. Hein. Mais je dirais que tout cela permettait de confirmer que les personnes, c'était de leur interpellation que viendrait la citoyenneté, comment je dirais, qu'on n'avait pas à leur concéder, mais qu'elles prendraient elles-mêmes la manière par laquelle elles exerceraient leur citoyenneté. Et de ce point de vue, les départements ruraux ont été particulièrement intéressants. La Creuse, la Lozère, la Corrèze, etc. Parce que ces territoires ont de plus mis une dimension économique. C'est-à-dire, dans ces territoires, la personne et son avancée en âge était la richesse du territoire. Elle était la richesse d'emploi, elle était la richesse, parce que dans le titre, il y a innovation, la richesse d'innovation technologique. C'est à partir d'une plateforme de téléassistance en Corrèze qu'on a expérimenté avec le CHU de Limoges ce qu'on appelle le parcours lumineux dans les appartements maintenant. Là aussi, c'est d'évidence, hein, mais ça s'est fait. Tout cela parce que l'entreprise Legrand était aussi à Limoges. Enfin, vous voyez, là aussi, la personne âgée n'était plus seulement, je dirais, ce qui faisait peur, parce qu'avec son avancée en âge, elle coûterait cher à la sécurité sociale, etc. Hein. Et on a été très surpris dans toutes les dimensions d'expérimentation, le bracelet avec capteur, cette question de chemin lumineux, de l'adhésion des personnes qui, comment je dirais, étaient heureuses de participer à l'évolution de notre société. Et à cette époque, on pensait que les nouvelles technologies, les personnes qui avançaient en âge ne seraient pas en capacité de s'en saisir. Et bien, justement, ces réalisations montraient tout le contraire, et combien elles s'en emparaient rapidement. Je vais peut-être un peu plus vite. C'est aussi l'époque où, comment je dirais, d'autres politiques publiques ont commencé à se préoccuper de ces questions, et notamment toute la dimension logement, avec donc des bailleurs sociaux, hein, là aussi ceux d'Isère ont été assez précurseurs, parce qu'un certain nombre de bailleurs ont commencé à faire des analyses du vieillissement, non pas du bâti, mais de la population dans leur parc, et de voir quels allaient être les besoins d'évolution du parc, donc une réflexion plus populationnelle. Je voudrais passer maintenant à la dernière partie sur les droits, donc pour montrer qu'effectivement on est passé d'une espérance de vie qui était une espérance de vie un peu danger à une espérance de vie qui s'est retrouvée richesse pour des territoires. Mais pour autant, sans que, à nouveau, comment je dirais, on réfléchisse par quel dispositif pragmatique concret et comment les autorités mettaient en posture les personnes pour qu'elles soient des citoyennes. Là, je dirais, c'est la décennie que l'on est en train de vivre, et notamment avec l'impulsion qui a donné Madame Delaunay, donc une des récentes ministres chargées des personnes âgées, parce que de son expérience antérieure, elle avait constaté que très souvent, on en prenait facilement avec le droit des personnes. Par exemple, dans les maisons de retraite, les EHPAD maintenant, souvent les professionnels rentraient dans la chambre sans frapper. Ou souvent on pouvait interpeller la personne par mamie ou papy, pas par monsieur ou madame, et en les nommant. Hein. Alors je n'incrimine pas les professionnels, parce que tout cela était dans des schémas de pensée établis. Et juste un chiffre que je vous livre, quand j'étais adjoint du défenseur des droits
et où j'ai beaucoup accompagné cette définition de cette politique publique passant par les droits, dans les EHPAD, les contrats de séjour que signent les personnes par lesquelles elles montrent leur consentement à y être accueillies et à être accompagnées, ces contrats de séjour sont signés à 62% par d'autres personnes que la personne concernée elle-même. Alors que dans les EHPAD, il y a 25% seulement des personnes qui bénéficient d'une mesure de curatelle ou de tutelle. Donc, vous voyez, entre 25 et 62, ça veut dire que pour la différence, on s'en est moqué complètement de recueillir le consentement des personnes. Et alors que choisir son lieu de vie, c'est, je dirais, parmi les droits de l'homme, un des premiers droits, chacun revendiquant. C'est comme si demain, on vous disait, ben, c'est égal, tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, je signe à ta place pour que tu ailles ici et pas là. Hein. Et donc, c'est là qu'on voit aussi la force des politiques publiques quand il y a du volontarisme. C'est vrai que Madame Delaunay, mettant en chantier la loi d'adaptation de la société au vieillissement, eh bien, me semble-t-il, elle voulait couvrir deux enjeux, et je pense que le futur nous montrera comment ces deux enjeux, cette double dimension peut s'inscrire. C'est à la fois eh bien, le bien vieillir en faisant que, en synergie, toutes les politiques publiques puissent intervenir, les questions de logement, les questions de fracture numérique, la question du soin, la question du sport, de la culture, etc. Hein, donc ce bien vieillir dans toutes les dimensions d'une qualité de vie au quotidien, et la question des droits de tout un chacun. Et elle a fait franchir une étape, puisque dans le système onusien, vous savez qu'au-dessus de notre Constitution, il y a les conventions internationales, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec des pactes sociaux et des conventions internationales, dont la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui a été adoptée en 2006 et ratifiée par la France qu'en 2010. Madame Delaunay a souhaité qu'il y ait une convention internationale des droits des personnes âgées. Et là, il y a eu un débat en France, mais débat qui a trouvé, le lieu du débat a été la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et ça s'est inscrit dans la dimension européenne, puisque sur l'espace européen, ces textes de convention internationale, nous avons la chance d'en avoir la judiciarisation par la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention des droits et libertés fondamentales, donc en Europe. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme, après avoir auditionné tous les partenaires qui avaient été auditionnés dans ces questions, a considéré que l'avancée en âge n'était pas un marqueur catégoriel, et que, je dirais, les droits et libertés fondamentales de tout un chacun, les vôtres comme les biens, on est sur le même plan, au plan mondial, pour partager la liberté, l'égalité, la dignité et l'autonomie, qui passe justement par des politiques publiques où il y a des droits créances, comme la santé, l'intervention dans la vie quotidienne, le logement, l'éducation, l'emploi, etc., eh bien, il a été considéré que l'âge n'est pas un marqueur et que nous sommes des citoyens jusqu'au bout de la vie. Hein. Et faisant cela, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il peut y avoir à nouveau, je dirais, enfin pas à nouveau, peut-être enfin allons-nous rentrer dans une approche plus sociétale dans cette question, avec le bénéfice de toutes les disciplines, avec le bénéfice de l'expérience des personnes, avec le bénéfice des professionnels,
Et puis aussi le bénéfice de la lutte contre les discriminations. Il faut quand même que je défende ce qui a été mon poste pendant 3 ans, parce que justement dans les critères de discrimination possibles, il y a les discriminations liées à l'âge. Et dans les statistiques que nous tenions chez le défenseur des droits, les discriminations à l'âge n'étaient pas anecdotiques et étaient celles qui s'accroissaient. Parce que à 75 ans, faire un prêt à la consommation ou vouloir acheter un appartement, vous payez le double de l'assurance, etc., etc. Donc, vous voyez, cette question des droits, eh bien, son pendant, c'est cet outil de la lutte contre les discriminations. Et à partir de là, disons, si on se remet dans une posture de droit et liberté fondamentale de tout un chacun jusqu'au bout de la vie, en se donnant les moyens de sanctionner les discriminations qui peuvent intervenir, je pense qu'il faut qu'effectivement il y ait une nouvelle réflexion institutionnelle, parce que telles que les compétences sont réparties à l'heure actuelle entre l'État, les départements, les communes, les intercommunalités, plus tous ceux, hein, et je vous rejoins, ce millefeuille qu'on a aggravé, hein, et donc le citoyen âgé dans ce millefeuille aggravé, il n'est pas plus respecté, sinon moins qu'hier, et je pense que pour moi il y a 2 enjeux. Il y a effectivement à repartir de la posture citoyenne des personnes au plus près d'elles et donc par les collectivités de proximité, et dans l'enjeu que vous avez dit intergénérationnel. Hein, parce que la question des âgés, c'est pas la question des âgés pour les âgés. Hein, on est effectivement dans une solidarité transgénérationnelle. Et je crois que pour moi, c'est proximité et transgénérationnel qui devrait peut-être nous aider à faire une étape de plus dans une approche plus sociétale des défis du vieillissement ou de l'avancée en âge de notre société, sachant, comme vous l'avez dit, que c'est une problématique française, européenne, mais aussi de toutes les autres parties du monde.